bienvenue pour ce webinaire Commissioning avec notre partenaire Betom Ingénierie. Aujourd'hui, nous allons avoir 3 interventions. La première de Manuel Barral, responsable marché chez Novatec INEF4, et la seconde à 2 voix par Pauline Perdry, chef de projet et agent de commissionnement certifié CBCP, et Olivier Potreau, responsable d'activité bâtiment chez Betom Ingénierie. Emmanuel, je te passe la parole. Merci Pauline. Bienvenue à vous tous d'être aussi nombreux aujourd'hui pour ce webinaire. Je vais très rapidement faire une introduction sur Novatec. Qui sommes-nous? Et ensuite, je passerai la parole à Olivier Potreau qui présentera Betom Ingénierie en tant que partenaire. Novatec INEF4 est un centre privé de recherche appliquée né en 2004. Et aujourd'hui, nous sommes un institut national labellisé par l'État en tant que ITE, Institut de la transition énergétique et environnementale du bâtiment. Nous intervenons à l'échelle du bâtiment et à l'échelle du quartier. Et nous sommes depuis déjà 2 années sous la forme d'une SCIC, Société coopérative d'intérêt commun, qui détient un capital de 1 million d'euros avec 65 salariés qui sont plutôt des profils architectes, ingénieurs, docteurs, ou techniciens. Nous sommes autour d'un écosystème large d'innovation à travers le fonds de dotation du Cercle pour module INEF4, des laboratoires de recherche, des centres technologiques, des startups, des pôles des clusters et des entreprises dont certaines ont rejoint notre écosystème pour aujourd'hui participer dans l'SCIC à hauteur de 70 sociétés qui nous ont rejoints de différents domaines. Nous sommes autour de la recherche applicative et puis la recherche aval autour des applications tournées vers les industriels du bâtiment. Et nous terminons nos activités sur des domaines qui touchent l'assistance à maîtrise d'ouvrage autour du domaine de l'environnement ou la maîtrise d'œuvre, qui sont nos spécificités au sein de cette structure. L'ensemble de ces éléments aujourd'hui apporte un juste équilibre entre ce qu'on réalise en amont avec la recherche applicative sur le marché au sein des centres universitaires, puis avec les industriels, vers finalement la mise en application de tout ça sur des projets que l'on gère avec des maîtres d'ouvrage multiples et variés, que peuvent être les collectivités, des architectes, des bureaux d'études, et dans les différents domaines ou types de bâtiments dans lesquels on peut être amené à intervenir. Je vais passer la parole à Olivier Potreau, et juste avant de lui passer définitivement la parole, vous dire que Novatec est aujourd'hui présent sur 4 sites que sont Anglet, Bordeaux, Rennes et Paris La Défense. Et bientôt, vous découvrirez encore de nouveaux sites vers l'Est de la France où nous allons nous installer rapidement pour apporter des services partout en France. À toi, Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Betom Ingénierie est un bureau d'études d'ingénierie depuis une cinquantaine d'années. Donc, on intervient nationalement sur toute la France. On a 7 agences implantées donc à Versailles, Rennes, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Toulouse et Montpellier. On a environ 120 collaborateurs, exclusivement d'ingénieurs et de projeteurs, donc purement ingénierie, de conception et de réalisation, qui regroupe tous les pôles techniques nécessaires pour la maîtrise d'œuvre de bâtiments. Donc, on a des pôles structures, fluides, CVC, plomberie, également fluides médicaux pour le milieu hospitalier, un pôle VRD, aménagement extérieur et aménagement durable, et un pôle électricité, CFA, CFO, qui regroupe généralement le coordinateur de sécurité incendie. Un pôle énergie et génie thermique, donc celui-là qu'on va plutôt parler aujourd'hui, donc qui est plus près de l'environnement des bâtiments et des consommations énergétiques, et un pôle économie de la construction pour chiffrer le bâtiment, et des missions spécifiques pour les travaux, où on est aussi muni d'un pôle d'OPC, de pilote d'opération. Donc Betom intervient essentiellement sur des bâtiments
veut dire à valeur ajoutée. Donc, ça concerne aussi bien des bâtiments tertiaires, de santé, des bureaux, des lycées, des collèges, mais également des logements. La répartition public-privé varie en fonction des années. Cette année, on est plus sur le secteur privé, d'autres années plus sur le secteur public, mais on a plutôt une histoire où nos clients sont plus publics que privés. Aujourd'hui, c'est bon. Vas-y, Pauline. Donc voilà, pour répondre aux besoins de garantir les performances environnementales des bâtiments en exploitation, on s'associe avec Betom Ingénierie, qui est aussi donc un des associés de la SCIC, pour proposer un accompagnement sur mesure, donc du commissioning. Alors, qu'est-ce que c'est le commissioning? Donc en fait, c'est une démarche qualité qui démarre dès la phase programmation et qui va aller jusqu'en exploitation. Donc c'est voilà, une démarche qui est indépendante de la maîtrise d'œuvre, par exemple. En programmation, on va essayer de bien définir le besoin des maîtres d'ouvrage. En conception, on va s'assurer qu'on a bien une conception bioclimatique, que dès la conception, on va penser à la maintenance future. Ensuite, en chantier, on va intervenir, on va faire des visites de chantier, s'assurer que les choses sont bien posées, bien mises en œuvre. Il y a une grosse partie, bien sûr, du commissioning qui s'effectue vers la réception du bâtiment, donc participation aux opérations préalables à la réception, levée des réserves, et cetera. Et puis toute la phase donc exploitation où on va suivre le bâtiment dans ses premières années d'exploitation pour s'assurer que les performances sont bien atteintes. On va vérifier par exemple les réglages, on va venir faire des mesures, des choses comme ça. Donc pourquoi le commissioning? En fait, avec Betom, on a un retour d'expérience sur plein d'opérations et quelles sont les difficultés qu'on rencontre bien souvent et qui font que les bâtiments ne fonctionnent pas très bien en exploitation. Donc on peut avoir une absence de coopération entre les entreprises en phase chantier, des corps d'État qui devraient travailler ensemble plus aisément. On prévoit aussi pas souvent assez de temps sur le planning pour faire des bonnes OPR. Donc avoir le temps de faire les tests, de vérifier que ça fonctionne. Souvent, on bâcle un peu parce que c'est la fin de chantier. Les gens ont envie de quitter le chantier, les gens sont fatigués. Donc voilà, il y a toute cette phase-là qui est un peu qui est souvent bâclée. En exploitation, on a aussi bien souvent on tarde en fait à optimiser les réglages et du coup, les consommations explosent alors qu'on aurait pu très bien les optimiser avant. Et puis, une chose qu'on a remarqué aussi, c'est que parfois les maîtres d'ouvrage font appel à nous pour faire du commissionnement. Bien souvent, on arrive un peu tard dans le process et il y a des choses qui auraient pu être anticipées avant, qui ne le sont pas. Donc toutes ces problèmes, hein, nous amènent à proposer cette offre de commissionnement. Alors du coup, pour faire des économies d'énergie sur le bâtiment, voilà, pour arriver plus tôt à une optimisation des consommations, pour aussi prolonger la durée de vie des équipements, parce qu'ils ont été bien pensés et mis dans les bonnes conditions. Donc finalement, on va avoir un coût global de l'opération qui va être maîtrisé, puisqu'on va mieux maîtriser les charges d'exploitation et de maintenance. L'un des avantages aussi, c'est que les usagers vont être satisfaits dès le début, dès l'entrée en fait dans le bâtiment, puisqu'on aura un confort thermique, acoustique, lumineux, et cetera, optimisé, puisqu'on aura fait les mesures qu'il faut, on aura prévu tout ce qu'il faut en amont. Et donc ça amène par exemple pour un immeuble de bureau à avoir une productivité accrue. Et puis tout le volet maintenance aussi est amélioré par rapport à une opération classique, puisqu'on a une réception qui aboutit, on a anticipé les dysfonctionnements.
Il y a toute cette phase aussi de transmission de l'information. Donc on a un personnel d'exploitation qui est mieux formé, qui connaît les équipements, qui les a bien pris en main un peu avant, l'exploitation. Une documentation complète aussi qui va l'aider. Et puis, on essaye d'utiliser des systèmes énergétiques, soit qui sont éprouvés, qui sont robustes, soit qui sont innovants, mais on va s'assurer de tout un tas de choses pour être sûr qu'ils vont bien fonctionner. Alors nous, on propose une méthodologie en 4 axes. Alors, déjà, c'est améliorer la traçabilité. Donc pour ça, en fait, tout au long du projet, hein, depuis la programmation, la conception, on va argumenter et tracer toutes les décisions qui sont prises. Pourquoi on choisit tel système énergétique, pourquoi on ne fait pas tel choix, et cetera. Voilà, pour vraiment bien tracer. On va rassembler toutes les pièces techniques, au même endroit pour, faciliter ensuite, toute l'exploitation. Et puis dès qu'on identifie un problème, on va, voilà, le tracer, et être certain qu'il y a des actions correctives qui sont prises, par la suite. Ensuite, le but du commissioning, c'est de minimiser les risques, donc risque de dérive, risque de panne, voilà, donc on va, toujours essayer de challenger l'équipe de conception pour qu'elle améliore, ce qu'elle propose. On va aussi tout de suite, penser à l'avenir, donc à l'exploitation, donc on va, dès la conception, par exemple, contrôler le planning de maintenance, s'assurer qu'il sera possible. S'assurer aussi que les systèmes qui sont proposés, ils vont pouvoir être maintenus dans le temps, qu'ils vont pouvoir être réglés, et qui seront efficaces. Et donc tout ça nous permettra d'optimiser le coût global du projet. Il y a l'aspect aussi, qu'on aime bien mettre en place, c'est la transmission des connaissances. Donc faciliter les échanges techniques entre acteurs, donc lors de réunions spécifiques, de commissioning, par exemple. On va rassembler les gens autour de la table, on va discuter. On va aussi, sensibiliser les entreprises à la démarche en début de chantier, leur présenter la démarche de fournir des autocontrôles, du fait qu'on sera, présent au test et cetera, et voilà, vraiment travailler avec elles sur ces aspects. Et puis ensuite s'assurer que le bâtiment, il sera bien pris en main par l'exploitant et par les occupants également. Et donc, durant toute la durée de vie du bâtiment, on va alimenter un retour d'expérience qui fait qu'on va aussi, toujours optimiser les consommations et le confort, en suivant des indicateurs, de consommation d'énergie, de confort, des indicateurs environnementaux aussi. On va vérifier les réglages, régulièrement, et puis, faire ce qu'on appelle des autocontrôles saisonniers, où en fait on revient sur site régulièrement et on vérifie les réglages entre la mi-saison, l'hiver, l'été qui peuvent être différents. Donc, avec Betom, on propose un champ d'application qui est assez élargi, puisque en général, quand on parle de commissionnement, on pense principalement à la GTB, donc la gestion, technique du bâtiment, et le comptage. Mais en fait, ça regroupe, aussi plein d'autres champs de la conception, donc le chauffage, climatisation, chaude sanitaire, la ventilation, la plomberie, pardon, l'eau, l'éclairage, les énergies renouvelables. Et ce qu'on aime bien ajouter aussi, c'est, l'aspect enveloppe et les protections solaires, puisqu'en fait, ça va être, quand même, la base, et on essaye d'optimiser justement ces aspects-là pour ensuite que les systèmes énergétiques et tout ce qu'on vient de voir après, voilà, découlent bien de ça et soient le plus passif possible, pour optimiser les consommations. Alors, on entend souvent par commissioning des sortes d'OPR de luxe qui permet d'obtenir le résultat attendu initialement au projet. Ce n'est pas toujours le cas sur les retours d'expérience. Et finalement, le commissioning démarre dès le début. C'est-à-dire qu'au niveau de la programmation, effectivement, l'usage et les besoins du client sont très importants. Et notamment sur les types de bâtiments, que ce soit du logement ou du tertiaire, et que la technique n'est pas, même très innovante, n'est pas la solution pour obtenir le confort du bâtiment.
Un exemple très clair, si on prend la Bibliothèque nationale de France, qui est un bâtiment tout vitré, on a beau mettre tous les systèmes techniques pour réguler la température, on ne pourra jamais l'atteindre parce que dès le début de la conception, le bâtiment a été mal identifié par rapport à l'usage. C'est pour ça que le commissioning, la garantie de résultat et de performance peut être atteinte que si dès le début de la conception, il est intégré l'exposition, les protections solaires, des distributions simples d'aérolique et hydraulique, qui sont d'une conception, on peut dire, d'autorégulation, et les systèmes qui sont importants, GTC, de régulation, de sonde, et ainsi de suite, sont là pour, j'irais, affiner le confort, mais en aucun cas pour combler, j'irais, un manque du bâtiment, et ne doivent pas servir de rustine sur un bâtiment qui, dès le début, a été mal conçu. Donc, le commissioning, c'est vraiment très important, ça démarre dès le début. Alors, soit avec des STD, soit avec des rayons, effectivement, de courbes solaires, pour vérifier le confort, je dirais sans rafraîchissement, des températures intérieures, et s'apercevoir si, effectivement, il y a des courbes qui sont à faible pente ou à pente importante. Et avec l'usage, on sait que le système qui serait en place, on pourra atteindre effectivement les performances attendues. Donc dès le début, si on fait des modélisations soit RT, soit STD, et qu'on est déjà limite au niveau du confort, on sait très bien qu'en cours de chantier, il y a des aléas qui existent, et ça c'est la réalité, on ne peut pas passer au travers, et que ces aléas, à un moment donné, il faudra trouver des solutions. Donc si on part déjà très limite en conception sur des résultats de confort, déjà on part avec du retard pour atteindre l'objectif principal, c'est-à-dire le confort et les consommations d'énergie. Donc, c'est vraiment le bon sens qui doit l'emporter sur la conception, de manière collégiale, avec concertation, pour éviter tout simplement des gradients thermiques importants, de multiplier les zones de régulation, de mal maîtriser les apports solaires. Donc, très important dès le début de l'opération, et c'est un suivi effectivement qui doit être fait au niveau de l'APD, au niveau du pro, et un échange de savoir de quoi on a besoin. C'est-à-dire qu'au niveau du cahier des charges, il faut tout de suite identifier, au niveau des CCTP, aux entreprises, les besoins de température, d'hygrométrie, gérer le rythme des réunions, les séquences de passage de la maîtrise d'œuvre, et effectivement avec des délais qui doivent être un peu plus importants si on veut avoir le résultat attendu. Je prends un exemple tout simple qu'on a réalisé en Guyane. Bon, c'est un centre d'archives dans un climat très humide et très sec, très humide et très chaud, où un simple bâtiment avec une simple coque ne nous aurait pas permis d'atteindre le résultat attendu. Donc, il a été décidé dès le début de faire une espèce de double enveloppe en béton, en créant une sorte de thermos, où l'air est très dans le thermos, et où il réalisait un traitement final des magasins qui vient jouer sur des variations, et qui sont beaucoup moins importantes, et qui permet une conservation beaucoup plus fine que si on avait une simple peau avec un dimensionnement important des installations qui ne permet pas, je dirais, une conservation douce et surtout des conditions hygrothermiques convenables. Donc très important dès le début de bien définir les attentes finales pour ne pas avoir de surenchère sur la technique, des régimes de température, d'hygrométrie, si possible de regrouper effectivement des installations de production, de favoriser, on va dire, la distribution en étau-régulation, de bien traiter les ponts thermiques, de bien traiter effectivement les protections solaires, et consacrer un chapitre dans les CCTP du commissioning, que chacun sache au niveau des entreprises ce qu'elles doivent prévoir dans leur offre et ce qu'elles auront à prévoir en fin d'opération. Donc un exemple en phase conception, c'est un immeuble de bureau qui se trouve en zone sismique, avec production photovoltaïque. L'objectif à atteindre, effectivement, c'est du BREEAM Very Good. Donc, c'est le type de projet où, dès le début de l'opération, s'il n'y a pas des études STD ou FLJ qui sont réalisées pour dimensionner les protections solaires,
en l'occurrence fixe et mobile sur ce projet, si dès en amont, ce n'est pas étudié, il est très difficile effectivement d'atteindre le résultat attendu. Donc, importance de l'inertie du bâtiment, il faut aussi l'inertie du bâtiment, de l'éclairage naturel, hein, il ne faut surtout pas toujours vouloir diminuer l'éclairage naturel, parce que ça inclut une consommation d'éclairage artificiel plus importante, des consommations plus importantes. Et donc, on doit mener un suivi sur chaque phase de conception, puis en travaux, pour arriver au résultat attendu en fin d'opération. Donc, un autre type de projet, voilà, où l'usage est important, ce sont des archives. Je connais, c'est des bureaux. Pardon? Donc, ce sont des archives. Donc là, l'usage, effectivement, est important. Bon, aujourd'hui, effectivement, il paraît ridicule de faire des archives avec des bâtiments vitrés. Ça paraît tellement évident, c'est du bon sens, mais parfois, on retrouve encore des bâtiments qui ne correspondent pas à l'usage. Donc là, sur ce bâtiment, dès le début, il est fait effectivement des coffres forts. Alors, c'est du pré-mur thermique, donc on a de l'inertie, de l'isolation, très peu de vitrage, si vous voyez, comme vous voyez sur la photo, qui nous permet déjà de se dire, bon, en fin d'opération, quand on fera des relevés, des réglages de précision, des régulations fines, on augmente énormément nos chances d'y arriver, contrairement à un bâtiment qui aurait des espaces vitrés beaucoup plus importants, même en jouant sur des protections solaires extérieures, motorisées, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les systèmes qui sont simples, parfois conviennent très bien pour obtenir le confort sans faire de surenchère technique. Donc ce bâtiment a été conçu sous BIM. On a démarré aujourd'hui la phase travaux, donc on est en BIM niveau 3, et une partie du bâtiment effectivement labellisé BPOS. Donc, du commissioning, il y a quelques années, on avait fait 12 bâtiments donc on était nous assistant à la personne publique, donc pour le département, où il y a eu un suivi pendant 2 ans. Donc, c'est une société éco-solidaire, hein, créée sous l'entête Vinci, donc qui a permis, en collaboration avec l'entreprise, de suivre pendant 2 années les consommations. Donc, l'entreprise avait un engagement sur les consommations, excepté l'électricité, où c'était le département qui conservait les coûts d'électricité. Et ce système de PPP est très coûteux, j'en conviens, mais l'engagement initial de l'entreprise fait que les consommations sont relativement faibles comparées à d'autres bâtiments avec un confort attendu. Alors, comme je vous évoquais tout à l'heure, c'est un des projets qui a été le plus important pour nous en termes de confort. Donc, c'est le centre de la mémoire de Guyane, et qui regroupe voilà, toutes les archives. Alors, les archives, que ce soit du papier ou des œuvres, ou des squelettes, ou toutes sortes d'œuvres ou d'ouvrages. Donc là, il y a un habillage bois parce que c'est une essence locale. On est au pied, effectivement, de la forêt amazonienne. Projet qui est toujours en cours de mesure à distance, parce qu'avec le Covid, il est difficile de se rendre sur place depuis fin 2009 maintenant. Mais le résultat est tout à fait convenable. La mise à blanc des magasins s'est très bien passée et ils ont réussi, alors sur plusieurs mois, hein, il faut aussi l'accepter, à déménager l'ensemble des œuvres avec une succession de magasins à blanc, par une transfert aussi des œuvres dans un magasin qui est, je dirais, en température, et un passage de magasin de l'un à l'autre pour obtenir satisfaction. Donc là, le résultat est vraiment attendu. Par contre, c'est le type de bâtiment où dès que les portes sont ouvertes, effectivement, toutes l'hygrométrie à température sont défaites et la régulation me remet un certain temps à permettre le confort souhaité. Une autre référence du coup en exploitation, donc ça c'était un projet de rénovation et construction de 16 bâtiments à l'université de Bordeaux, donc où on est intervenu dès la programmation
Mais ce qui nous intéresse là, c'est vraiment la phase d'exploitation, donc où en fait, on a fait des bilans énergétiques pour s'assurer de la bonne atteinte des résultats et puis, beaucoup de visites en exploitation. Donc en fait, on revenait, sur site pour vérifier que tout était bien réglé, que le confort était atteint. Donc, par exemple, on a fait des mesures de débit de ventilation, d'éclairement, des mesures acoustiques également. Et puis, ben, c'est l'occasion aussi de s'entretenir en effet avec les occupants des lieux. Donc on les questionne sur, leurs habitudes, sur le confort et on vérifie, voilà, que tout est OK et en fait, cette mission, elle nous a permis de nous rendre compte qu'en effet, la première année, il faut mettre vraiment beaucoup d'efforts pour, que les systèmes soient bien réglés. Hem, donc les débits étaient pas forcément, conformes et en fait, plus on va dans le temps et plus tout se règle, voilà. L'idée, c'est vraiment d'intervenir très vite pour que le gros du travail soit fait en première année et ensuite, c'est plus que des petits ajustements, tout au long des autres années d'exploitation. Voilà, c'est vraiment une démarche d'amélioration continue au fil des années. Donc, le commissioning, en fait, on peut l'appliquer, sur plein d'opérations, diverses. Ça peut être des opérations classiques, ça peut être, aussi des opérations où on a un marché, de garantie de performance, un contrat de performance énergétique, par exemple, où le commissioning va permettre, hem, c'est un moyen d'atteindre les résultats, de s'assurer que les résultats seront bien atteints puisqu'il y a tout un contrôle qualité, plein de vérifications, qui sont faites en amont. Ça peut être aussi, des prérequis pour les démarches environnementales telles que HQE, BREEAM et cetera. Hem et puis, on a le décret tertiaire qui est paru, récemment, donc qui est une obligation de de réduction des consommations énergétiques sur les bâtiments, tertiaires. Et là, c'est vraiment le résultat qui est demandé par l'État, hein. On va plus demander un calcul, sur un papier. On va demander que les résultats soient atteints. Donc le fait de mettre en place une démarche de commissioning peut aider largement en effet, à atteindre les résultats qui sont estimés en conception. Alors pour la conclusion, le commissioning, finalement, c'est quoi? C'est, dès l'idée initiale d'un projet par un maître d'ouvrage, c'est initier dès le programme et dans le choix du lauréat, heu, un critère de commissioning, qui, je dirais après le fonctionnement, qui est la priorité d'un bâtiment, intègre bien effectivement le fait que ce bâtiment pourra avoir le confort attendu et pourra, être facilement, réglable, utilisable avec, des organes facilement accessibles. Ça, c'est très important. C'est des choses qu'on oublie. Si les organes ne sont pas accessibles, effectivement, on aura du mal à réguler. Il faut un encadrement, avec des objectifs clairs. Heu, alors ça n'interdit pas la flexibilité, hein, d'un bâtiment, mais il faut quand même qu'on ait un cap, commun pour, jusqu'au bout de l'opération, pour, garantir les objectifs. Ça passe également par l'intégration des exigences dans les pièces marchés, donc définition des livrables, des actions, de chacun, notamment aussi des entreprises, du rythme des réunions et aussi de la véracité des résultats, heu, quitte à faire des contre-mesures, pour s'assurer des valeurs. Naturellement, il y a un coût supplémentaire, heu, récupéré sur la durée de vie du bâtiment. Un bâtiment qui est entretenu et qu'on aime bien, en général, on le chouchoute et quand on est bien dans un bâtiment, on aime bien y travailler, on aime bien rentrer chez soi. Donc c'est très important d'obtenir ce confort et puis, un enjeu important aujourd'hui, c'est qu'on a l'assurance d'un bâtiment qui est performant et confortable et j'ajouterais, environnemental. Donc ensemble, transformons nos bâtiments qui sont performants sur le papier en des bâtiments, qui sont, voilà, vraiment confortables et fonctionnels,
dans la réalité. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Tous pour votre attention. Donc, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions ou alors vous pouvez réactiver vos micros et les poser directement aux intervenants. Juste avant d'oublier, je vous propose d'en savoir plus sur le décret tertiaire. On a un petit podcast justement avec Pauline et un autre associé qui est disponible donc sur notre site web nobatech.nf4.com. Et vous pourrez nous retrouver au congrès HLM la semaine prochaine du 27 au 30 septembre sur le stand E36 où on pourra parler commissionnement, entre autres. Pas de questions. Ah si, Lionel Bordieu a une question. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai activé ma caméra. Alors, vous parliez oui, pardon, Lionel Bordieu, donc cabinet Verdi. Vous parliez de coûts supplémentaires de commissionnement, forcément. Comment vous imaginez les coûts liés? C'est un pourcentage par rapport à une opération? C'est des coûts qui sont... enfin, voilà, c'est un petit peu la question. Pauline, Olivier? Oui, alors par rapport à l'opération, ça dépend effectivement du type d'opération, hein. Pour rien vous cacher, si on fait une opération de logement, le commissioning reste très important, mais demande moins de temps, tout simplement, hein. Aujourd'hui, sur une opération de logement, bon, on sait à peu près comment il faut orienter le bâtiment, on sait à peu près comment il faut pour se protéger du soleil. Et après, ça dépend du choix qui est retenu. Si on est sur la chaudière individuelle gaz, bon, ça reste assez simple. Si on est sur un réseau de chaleur avec une sous-station ou une production collective de chauffage ou de CS, effectivement, il faut intégrer des surcoûts qui sont plutôt, je dirais, en phase fin d'opération. C'est ce qu'on pourrait appeler les OPR de luxe. Après, ça reste le bon sens. Si on doit mettre des organes de réglage pour chaque logement, bien évidemment, il faut que ce soit dans des gaines palières, éviter les faux plafonds, que ce soit facilement accessible et facilement réglable. Donc, le surcoût, il est surtout en phase terminale, hein, plutôt dans la phase OPR. Sur une opération de bureau, bon, effectivement, il y a des honoraires d'accompagnement ou de maîtrise d'œuvre qui démarrent dès le début. Donc, ça dépend effectivement du projet, ça dépend de l'usage. Un pourcentage aujourd'hui, comme ça, c'est difficile à donner. Ça dépend vraiment des missions. C'est vraiment une mission qui est à part, hein. C'est pas, on ne peut pas dire c'est un pourcentage par rapport à un montant de travaux. Malheureusement, aujourd'hui, c'est toujours ce taux indicatif qui est retenu dans le cadre de maîtrise d'œuvre. Voilà, c'est un accompagnement. Après, c'est un échange à avoir aussi avec le client, quel est son résultat attendu. Merci. Peut-être d'autres questions? Alors, si certains ne veulent pas poser des questions, peut-être comme ça directement, vous aurez toujours la possibilité, à travers les 3 adresses mail qui sont présentes devant vous, de pouvoir les poser par la suite aux différentes personnes qui sont affichées et on vous y répondra effectivement sous quelques jours. Alors, je vois une question. Alors, je vais la lire. Bonjour, pour vérifier les performances énergétiques de bâtiments en On ne t'entend plus, Manuel. Ça a coupé.
Alors, je vais reprendre. Bonjour, pour vérifier les performances énergétiques d'un bâtiment en phase d'exploitation, existe-t-il des moyens de le faire à distance, notamment pour relever les données à distance? Réponse de Lionel ou Pauline? Oui, oui, donc oui, bien sûr, on peut faire des relevés à distance. Alors après, ça dépend de tout ce qui est en place. Alors si aujourd'hui, il faut quand même des compteurs qui soient communicants, il faut qu'il y ait des sondes qui soient bien positionnées. Ça, c'est la première. Et puis après, c'est savoir comment est faite l'installation, si elle est, je dirais, facilement régulable. Parce que parfois, on a plein d'organes, on a plein de systèmes qui sont mis en place, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert et surtout, on ne sait pas trop si, effectivement, c'est réglable facilement. C'est pour ça que j'insiste sur les outils enfin, les éléments techniques qui sont mis en place en termes de régulation. Il faut qu'il y ait un relevé à distance, hein, c'est ce que j'appelle un peu la contre-expertise, de façon à vérifier que les températures qui sont mesurées par un exploitant ou par une entreprise, que nous, on puisse, de notre côté, vérifier si c'est bon ou pas bon. Et bien évidemment que c'est à distance, c'est tout à fait mesurable. Après, tout dépend du logiciel qu'on utilise, mettre en place, mais un simple logiciel avec des enregistrements, des suivis de température et de consommation permet de vérifier très simplement si l'installation marche de manière optimale. Après, il faut quand même pouvoir vérifier, surtout à réception, que par exemple la GTB, elle remonte les bonnes informations. Parce que souvent, on se rend compte que, par exemple, le relevé de compteur qui est indiqué sur la GTB, c'est pas le même relevé de compteur qu'on retrouve dans le bâtiment. Donc voilà, à réception, il faut vraiment bien vérifier ces relevés pour qu'ils soient en fait fiables et qu'on puisse les utiliser ensuite, à distance, complètement. Alors, n'hésitez pas. Bon, je vois que la réponse a été apportée, satisfait à notre interlocuteur, à Obéla. D'autres questions peut-être? Oui, j'ai une petite question aussi. Tout à l'heure, vous parliez, toujours Lionel Bordieu, vous parliez du confort du bâtiment. Parce que là, on a parlé de performance du bâtiment, mais après, on parle de confort du bâtiment. Aujourd'hui, le confort du bâtiment, c'est une perception. Comment est envisagé justement aussi mesurer un petit peu ce confort ou potentiellement l'inconfort dans un bâtiment? Alors, bah, c'est une très bonne question. Effectivement, Merci. si on prend un bâtiment qui n'est pas rafraîchi, hein, où on a fait une conception bioclimatique et qu'on s'interdit de rafraîchir et d'obtenir un confort d'été satisfaisant. Donc, il n'y a pas de texte aujourd'hui de loi hein, qui nous dit on doit atteindre telle température. Le seul texte qui existe, c'est effectivement que le bâtiment, mettons, est impropre à son usage. Bon. Il y a des référentiels comme le HQE qui détermine un nombre d'heures supérieur à 28 degrés. Alors qu'on peut toujours essayer d'optimiser, hein, c'est avec un cahier des charges initial, de se dire on s'autorise tant d'heures au-delà de 28 degrés. Et après, ben, c'est là que c'est une analyse, j'irais, d'experts. Si effectivement les 28 degrés qu'on dépasse, si c'est du 30 ou 31 degrés de manière ponctuelle, on peut considérer que c'est acceptable. Je dis bien on peut considérer, ça reste quand même collégial. Si on atteint des 38 degrés, qu'on fait une STD, bon, on sait qu'à un moment donné, à la fin, on aura un problème. Sachant que quand on fait une STD, ça reste une STD. Donc si on a 38 degrés avec une STD, on peut espérer malheureusement, qu'on va être à 42 dans la réalité. Donc ce confort d'été, c'est effectivement ce point le plus contraignant. C'est pour ça que dès le départ, je disais, faut plutôt cibler. Si on se met, je ne sais pas moi, à 80 heures à plus de 28 degrés par an, vaut mieux les calculs, dire on est plutôt à 70 ou 65 pour être sûr qu'à la fin, on respectera les 80. Attention tout de même, effectivement, aux températures de dépassement. Voilà. Après, voilà, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de critères. Il y a plusieurs labels, plusieurs référentiels qui existent. Par contre, si effectivement, vous avez des protections, enfin, pas de protection solaire extérieure, bon, normalement, la STD va vous le dire hein, que ça ne marche pas. En disant, on met des superstores et des choses comme ça à l'intérieur. Voilà, moi, je vous dis attention, le résultat, on ne l'aura pas. Voilà.
C'est parce que c'est des stores où que l'utilisateur va faire fonctionner, qu'il n'aura pas forcément des bons réflexes. Alors, le commissioning passe aussi par l'utilisateur, hein, des réflexes de bon usager, on va dire, qui sont encore difficiles à mettre en place, hein, au niveau des lieux de travail. Dans un logement, c'est plus facile, le travail, c'est plus compliqué. Donc, il faut quand même privilégier des solutions qui soient fixes, qui sont maîtrisées par le bâtiment à la conception, plus que par l'usager. Donc, ordre de grandeur pour le confort, je vous dis, c'est un nombre d'heures, on va dire 80 heures à 28 degrés, à ne pas dépasser. Attention aux pointes. Si il fait 42 degrés, vous aurez des problèmes. Très bien, merci. Alors, il y a une autre question un peu plus globale. Le commissioning touche souvent à quel type de marché? Pauline? Bah, c'est vrai que quand il y a un MPGP, par exemple, un marché public global de performance ou un contrat de performance énergétique, bien souvent, le maître d'ouvrage demande une démarche de commissioning avec. Donc voilà, ce type de marché en MPGP est souvent lié au commissioning. Après, on a des marchés classiques en loi MOP qui souhaitent aussi avoir une démarche comme ça. Je sais pas, Olivier, si tu veux compléter, mais ça peut être un peu n'importe quel type de marché, n'importe quel type de maître d'ouvrage, hein, qu'il soit public ou privé. Donc, Alors, globalement, ça touche surtout les bâtiments où le maître d'ouvrage, soit il est occupant de son bâtiment, soit il l'exploite. Voilà. C'est surtout, donc vous le retrouvez collège, lycée, banque, voilà. Après, tout ce qui est la vente, logement, bailleurs sociaux, c'est des gens qui sont intéressés par le commissioning parce que soit ils l'occupent, soit ils l'exploitent, il est à eux quelque part. Alors, aujourd'hui, c'est plutôt ces milieux-là. Alors, je vois une nouvelle question à la veille de la mise en place de l'ARE 2020. Une question est posée. L'ARE 2020 invite à de nombreuses mesures. Ces notions sont-elles prises en compte? alors oui, ça peut. En fait, on peut tout à fait, de toute façon, inclure aussi d'autres indicateurs dans le commissionnement, hein. Le périmètre, il doit être défini avec le maître d'ouvrage. Et de toute façon, le commissionnement passe par la mesure. Donc oui, oui, tout à fait, on peut prendre en compte ces nouvelles contraintes de l'ARE 2020. Alors évidemment, ceux qui sont aujourd'hui présents à ce webinaire n'étaient pas, pour certains peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas vu l'ensemble des gens, présents à notre réunion associés partenaires vendredi dernier, où justement le sujet de l'ARE 2020 et ses incidences par rapport à son application très proche a été un sujet largement évoqué par un de nos intervenants, qui est Julien Hans, directeur du CSTB à Grenoble. Et peut-être pour ceux qui sont présents et qui voudraient avoir des informations sur ce sujet-là, je vous invite à revenir vers Emeline ou un de nous trois. On vous fera passer notamment les supports qui ont été évoqués et présentés par Julien Hans, qui donne notamment ces nouveautés de la RE 2020 par rapport à l'RT 2012, et puis d'autres explications qui ont été apportées ce jour-là avec quelques questions qui sont venues de par les personnes présentes à cette assemblée vendredi dernier. Alors, on se rapproche bientôt de l'heure de la fin. Je peux peut-être faire un dernier appel à ceux qui auraient ou des questions écrites ou vocales de se manifester pour que on puisse peut-être conclure ce webinaire. Qui vous aura permis peut-être aussi de faire connaissance avec Novatec et avec Betom
sur ce domaine et quelle expertise au service de la qualité des bâtiments à travers le commissioning. Et aussi vous dire que vous avez donc la possibilité de revenir vers nous, nous consulter individuellement, globalement, pour vos projets et vous accompagner, quel que soit le type de bâtiment et la zone géographique sur laquelle vous êtes amené à intervenir. Une dernière. Non, je vois que même Lionel Bordieu, peut-être, avez-vous, vous qui en avez déjà posé deux, une autre en caisse, on va dire. Non, non, pour moi, les choses sont assez claires. Bon, c'est vrai que le commissionnement, enfin, le commissioning, à divers degrés, hein, vous l'avez signalé. Pour moi, je vous entendais tout à l'heure dire que sur les logements, on peut peut-être intervenir un peu à la fin. C'est toujours délicat parce que plus on prend les choses en amont, mieux c'est. Quand on a une conception bien réalisée, les choses sont souvent beaucoup plus faciles à améliorer si on constate des problématiques de confort en été ou si on constate des problématiques de confort aussi liées à la ventilation, parce qu'on se rend compte que de plus en plus, c'est aussi des problématiques un petit peu de courant d'air dans les bâtiments. Donc je pense que voilà, plus c'est pris en amont, mieux c'est. Valider en fait quelque part tout ce qui est consommation et enveloppe du bâtiment, c'est bien, mais la partie accessibilité aux équipements et quelque part simplicité aussi des équipements est aussi important. Alors, je vous rejoins Je n'ai tout à fait. Hein. pas forcément posé une question, mais Oui, oui, tout à fait. La ventilation, aujourd'hui, c'est le vecteur qui reste très important. D'ailleurs, la 2012 a été modifiée en ce sens, hein, où ils imposent 30% d'ouverture sur les châssis vitrés. C'était avant le Covid. Depuis le Covid, on s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait avoir des ouvrants dans des locaux, enfin de locaux où effectivement on a un travail permanent. Ça rejoint hein, voilà, le bon sens doit être mis en action. J'ai juste un exemple hein, qui est assez simple. On prend des salles de bain. Avant, on avait une fenêtre sur une salle de bain, donc finalement, on prenait une douche, on ouvrait la fenêtre 5 minutes, 10, et puis la salle de bain, l'humidité était sortie. Aujourd'hui, on a inventé enfin il y a longtemps maintenant, la VMC, et on a des salles de bain qui n'ont plus d'ouvrants sur l'extérieur, et on utilise la technique pour faire du confort. C'est pas tout à fait la même chose. Il vaut mieux avoir la fenêtre encore sur l'extérieur, quand c'est possible, qu'avoir la VMC. Voilà. C'est juste une petite image. Donc, il faut bien penser au confort, effectivement, en permanence. Merci beaucoup. Je trouve que ces propos concluent bien cette session. Merci beaucoup, Olivier, d'être intervenu à nos côtés aujourd'hui. Merci, Merci à vous. Pauline et Emmanuel, pour vos présentations. Donc, on vous enverra le replay d'ici demain et n'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes vos questions ou si vous voulez qu'on étudie votre projet. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et puis à vous dire à bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.